Merci, Monsieur Favennec. La parole est maintenant à Monsieur Pierre-Yves Le Borgne pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, chère Valérie Boyer, cher Philippe Gosselin, chers collègues, les deux propositions de loi, l'une constitutionnelle, l'autre ordinaire, qui sont soumises aujourd'hui au débat et au vote de l'Assemblée nationale, portent sur un sujet qui cristallise les passions, la gestation pour autrui. Parce que nous avions entamé la législature avec la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, sans doute était-il écrit que nous ne nous quitterions pas en 2017 sans avoir abordé la gestation pour autrui, que les adversaires du mariage pour tous présentaient comme l'étape ultime au-delà de la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes dont je regrette à titre personnel que l'absence de légalisation en France manque à notre bilan. S'agissant de la gestation pour autrui, la vérité est qu'il n'a jamais été envisagé de légiférer pour l'autoriser dans notre pays. Et je crois utile de le rappeler d'emblée. Les débats du printemps 2013 ont exposé des convictions. Comme beaucoup ici, de ces débats, j'en garde un souvenir fort et une fierté. Ce fut un grand combat pour l'égalité, pour le droit et pour la liberté d'aimer, mes chers collègues. Je respecte cependant en toute sincérité les convictions différentes qui s'exprimèrent alors et celles des voix qui choisirent de les porter, loin de toute outrance et caricature. Suis-je favorable? Sommes-nous favorables à la légalisation de la gestation pour autrui en France? Non. Intimement, je ressens rudement l'idée de la marchandisation du corps de la femme. Faut-il dès lors voter les deux propositions de loi qui nous sont présentées? Pas davantage. Pour avoir rencontré, tout comme d'autres collègues ces derniers mois, des familles qui ont eu recours à l'étranger à la gestation pour autrui, j'ai pu mesurer toute la souffrance qu'avait représentée pour elles l'infertilité. J'ai été touché par les témoignages bouleversants de ces femmes et de ces hommes, par ces destins familiaux tourmentés, par cette volonté farouche de donner de l'amour à un enfant. Qui serais-je pour juger ces familles? Je veux leur dire mon respect. Étendre le délit de recours à la gestation pour autrui au-delà des frontières aurait un caractère de profonde injustice. Ce serait criminaliser la volonté d'aimer. Au demeurant, pareille législation, loin de mettre un terme à la gestation pour autrui transfrontière, aggraverait les difficultés, poussant les familles vers une forme accrue de clandestinité et donc de vulnérabilité dont les premières victimes seraient les enfants. Pensons avant tout à eux, mes chers collègues. La proposition de loi constitutionnelle défendue par Philippe Gosselin vise à compléter l'article 1er de la Constitution par un troisième alinéa ainsi rédigé. La République française, fidèle à ses valeurs humanistes, assure et garantit le respect du principe d'indisponibilité du corps humain. Cette pétition de principe pourrait utilement être inscrite dans notre loi fondamentale si le principe constitutionnel de dignité de la personne humaine n'y figurait pas déjà. En effet, le préambule de la Constitution de 1946, partie intégrante du bloc de constitutionnalité, dispose en son alinéa 1er, au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Plusieurs décisions du Conseil constitutionnel ont mis en évidence le contrôle légitimement sourcilleux du respect de ce principe. Ainsi, lors de l'examen des lois bioéthiques de 1994, le Conseil a déduit qu'il ressort du premier alinéa du préambule de 1946
que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, je le cite, contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Cette jurisprudence n'a jamais été démentie depuis. Pourquoi, dans ces conditions, présenter une proposition de loi constitutionnelle objectivement redondante? Peut-être pour tenter de faire au gouvernement le procès d'intention d'être peu regardant sur la dignité de la personne humaine. Tout cela, mes chers collègues, est infondé. Et je tiens à l'ajouter, également blessant. Il est faux d'assimiler la circulaire de la garde des Sceaux du 25 janvier 2013, qui ouvre aux enfants nés à l'étranger d'une gestation pour autrui l'ensemble des droits attachés à la filiation par le Code civil, à un premier pas, je cite, vers l'acceptation de la gestation pour autrui. Les députés du groupe socialiste, écologiste et républicain ont toujours défendu le respect absolu du principe constitutionnel de dignité de la personne humaine, comme vous, monsieur le rapporteur. Laisser imaginer l'inverse se heurte à la vérité des faits, à la vérité des discours et à la vérité des votes. Pourquoi chercher à interdire ce qui l'est déjà? C'est la question que je vous pose, madame la rapporteure. L'article 227-12 du Code pénal prohibe en effet la gestation pour autrui, l'assortissant de peines maximales de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Pouvez-vous imaginer que l'extraterritorialisation de ce délit que vous souhaitez introduire dans le Code pénal ne rencontrerait pas tôt ou tard sur son chemin la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme? Vous voulez, en vérité, empêcher l'application par la France des arrêts Menson et Labassé de la Cour en date de 2014, et c'est en effet ce qui nous sépare, monsieur le rapporteur. Rapporteur en charge de l'exécution des arrêts à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, je rappelle que le respect de la jurisprudence de la Cour n'est pas une suggestion, mais une obligation. Les arrêts Menson et Labassé de 2014 s'imposent à nous, contrairement à ce qui a été dit, y compris ici dans cet hémicycle, dans un débat vitaminé dont certains se souviennent au mois d'avril 2015, ces arrêts n'ont aucunement remis en cause l'interdiction de la gestation pour autrui en France. Ce que la Cour a sanctionné, c'est l'impossibilité pour les enfants de faire établir leur filiation à l'égard de leurs parents biologiques, qui constitue en France un droit pour tous les enfants. C'est l'intérêt supérieur de l'enfant, et lui seul, qui a guidé la Cour. L'incertitude entourant les droits de l'enfant, né à l'étranger de gestation pour autrui, se heurte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Votre proposition de loi, si elle était votée, serait immanquablement condamnée à Strasbourg, car tout enfant a le droit à une nationalité et tout enfant a le droit à une filiation. C'est une impasse juridique que vous nous proposez, dont plus de 2000 enfants en France, ces fantômes de la République, comme on a pu si tristement les nommer, seraient les victimes. Évitons cette impasse, évitez peut-être ces termes, monsieur Mariton, je ne mens pas, je vous respecte quand vous ne me respectez pas. Mais que ce débat, écoutez-moi jusqu'au bout, ayez un peu de respect, un minimum. Que ce débat soit l'occasion pour celles et ceux attachés à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que le droit international le définit, d'interroger le gouvernement sur l'inexécution à ce jour des arrêts Menson et Labassé. Aucun couple hétérosexuel n'a en effet obtenu de transcription d'état civil permettant d'établir le lien de filiation. Les familles se heurtent toujours à l'absence de textes réglementaires organisant les transcriptions. Pire, il a été révélé dans la presse que des instructions avaient été données au début 2015 pour que les consulats de France refusent la transcription en cas de suspicion de gestation pour autrui. Le parquet de Nantes fait systématiquement appel des décisions de justice ordonnant la transcription. Ainsi, les arrêts Menson et Labassé auront bientôt 2 ans et l'administration bloque toujours la délivrance d'actes de naissance français. Pourquoi ? Le Conseil de l'Europe, tant à l'échelle ministérielle que parlementaire, s'étonne légitimement du silence prolongé de notre pays depuis la présentation en mars 2015, il y a plus d'1 an, du plan français pour exécuter les arrêts Menson et Labassé.
j'en finirai par là. Comment garantir les droits des enfants à la santé ou à l'école sans transcription d'état civil? Le défaut de transcription entraîne une série de difficultés très concrètes, touchant par exemple au refus de prise en charge par la sécurité sociale, au refus d'inscription à la caisse d'allocation familiale, au refus de délivrance de la carte d'identité ou bien encore au refus d'établir une succession. Voilà, mes chers collègues, les vraies questions qui se posent et pour lesquelles la France a une obligation de résultat. Pensons à ces enfants, protégeons-le, agissons pour eux. C'est le message qu'à titre personnel, et je pense au-delà, avec un certain nombre de collègues de mon groupe, je souhaitais envoyer aujourd'hui, en vous remerciant pour votre écoute, à défaut d'avoir entendu votre respect. Merci.